La Minute Éco avec Idriss Linge. Idriss Linge, journaliste à l'agence Ecofin, ou plutôt le rédacteur en chef de l'agence Ecofin. Idriss Linge, donc, qui, je vous le disais, est le rédacteur en chef de l'agence Ecofin, spécialisé sur les questions de finance et d'économie. Idriss Linge, bonjour. Bonjour Marcel et bonjour à tous vos auditeurs. Et je le disais, donc, vous êtes le rédacteur en chef de l'agence Ecofin, l'agence spécialisée sur les questions de finance et d'économie. Et nous allons parler ce matin de la loi des finances 2022 qui est actuellement en discussion au Parlement. Le gouvernement table sur un budget de 5 649,7 milliards de francs CFA. Que vous inspire d'ailleurs ce chiffre ? Bon, déjà, c'est pas vraiment le budget, mais c'est le débat sur l'orientation budgétaire. C'est des prédiscussions que le gouvernement fait avec le Parlement pour lui dire quelles peuvent être les tendances qui seront prises au cours de l'année 2022 en termes de prévision de recettes et de dépenses. Donc c'est vraiment un débat sur les orientations du gouvernement en matière de budget. Alors, est-ce que le chiffre de 5600 est réaliste ? Absolument, si on parle du principe gouvernemental qu'on est passé d'une baisse de croissance de 2,3% en 2020 et qu'en 2021, on projette d'avoir une croissance de 3,1%, c'est-à-dire presque le même niveau que celui d'avant la pandémie. Il est donc tout à fait logique, si les prévisions de recettes sont adossées sur le volume de croissance économique, que nous en revenions légèrement au-dessus de celle qui avait été réalisée en 2020, en fait, qui avait été prévue en 2020, avant que la loi de finances ne soit révisée. Donc, c'est une proposition qui relève plus de la stabilité que toute autre chose. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je me dis même que tout ça a été préparé à la va-vite parce que le gouvernement, le ministère des Finances, devait être bien préoccupé à gérer le refinancement de l'eurobond, mais aussi l'ensemble du gouvernement restait un peu attentif parce qu'on parlait de remaniement, on parlait de Covid-Gate. Je suis presque convaincu que le débat d'orientation budgétaire, en tout cas les contributions qui ont été faites, ne l'ont pas été sereinement. Et puis, on a essayé de s'appuyer sur les agrégats les plus rapides afin voilà. Mais c'est effectivement une bonne question. Est-ce que 5 000 et quelques milliards, c'est réaliste par rapport aux vrais enjeux identifiés? C'est des choses qu'il faudra voir avec le temps. Et vous parlez justement de ces enjeux identifiés. Ce serait la première loi de finances post-Covid, en tout cas, qui devrait préparer la relance économique après cette crise sanitaire. Est-ce que ce budget ou ces chiffres vous semblent à la hauteur des enjeux ? Pour savoir si le budget est à la hauteur des enjeux, il faut déjà identifier les enjeux. J'ai vu qu'au Parlement, la présidente de la Commission des finances a estimé qu'il fallait balayer d'un revers de la main l'examen de la loi de règlement de l'exercice 2020 et de renvoyer ça à novembre. Je pense que pour ma part, c'était une erreur. Si on veut faire la discussion sur l'orientation, et d'ailleurs, ça s'est d'ailleurs senti dans les questions qui ont été posées, c'était des questions extrêmement périphériques, c'est-à-dire des questions de lobbying que les députés peuvent faire au jour le jour de leurs activités, mais ils ont attendu le débat d'orientation budgétaire pour poser ces questions, alors que le débat d'orientation budgétaire devrait être focalisé sur l'ensemble des mesures qui seront prises, pour mobiliser les ressources,
et 2, sur la manière dont les allocations des ressources seront faites. Là, on a vu des gens poser des questions éparses sur la pression fiscale, sur les projets de solaire, c'est pas moi dans l'extrême nord, bref, des choses comme ça. C'est des préoccupations qui sont certainement intéressantes, mais dans le cadre d'une discussion sur l'orientation du budget, c'est pas, à mon avis, des éléments les plus prioritaires. Donc, du coup, on a effectivement un budget de 5600 et quelques milliards qui est proposé, parce que ce n'est même pas encore le projet de loi de finances, c'est juste une orientation du ministère des Finances sur la base des agrégats qu'ils ont sous la main. Mais on ne discute pas de la loi des règlements. Or, il est important de discuter de la loi des règlements. Qu'est-ce qui a été fait en 2020? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Par exemple, lorsque nous lisions la situation de l'exécution du budget à fin septembre 2020, ce qu'on a pu percevoir, c'est que les recettes ont dépassé les prévisions de la loi de finances initiale. C'est-à-dire avant d'être révisée en juin 2020 pour question de Covid. Or, en juin 2020, le gouvernement est rentré dans l'alarmisme général pour dire que c'est grave, ils ont coupé des budgets à gauche, coupé des budgets à droite, augmenté, je pense, la capacité d'emprunt, mais on se rend compte qu'il y a eu comme un ajustement à la hausse des recettes fiscales, c'est-à-dire que les prévisions qui alertaient que on ne pourrait pas collecter suffisamment d'impôts ont été battues en brèche. Et que le ministre vienne aujourd'hui et qu'on parle de pression fiscale, et qu'ils disent que non, la pression fiscale n'est pas suffisamment forte, je crois que c'est les questions sur lesquelles on aurait dû discuter. Et quand on parle de fiscalité, il ne s'agit pas de voir si on facilite les entreprises, mais il s'agit de voir si on a un système fiscal qui est équitable, qui permet à tout le monde de payer le juste impôt. On débat sur la TVA. Est-ce que dans un contexte où on n'est pas capable d'augmenter la liquidité parce qu'on a des contraintes, est-ce qu'il n'est pas temps de réfléchir sur les questions liées par exemple à la réduction de la TVA afin de donner plus de liquidité aux ménages? Vous voyez un peu, notamment plus de liquidité aux ménages. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir la stratégie des droits d'assises afin de permettre, notamment sur les dépenses d'investissement, afin qu'on puisse permettre aux ménages de lancer facilement des productions agricoles, tout ça. Donc, le débat d'orientation budgétaire doit être quelque chose d'extrêmement complexe. Je dis, on a tout mis là-dedans. On a posé toutes les questions au ministre. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas la concurrence sur le poisson? Mais des choses pareilles, Marcel. Donc, c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est que ce budget important qui doit justement régler les enjeux est discuté avec avec très 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 peu de préparation. D'ailleurs, ils l'ont dit qu'ils n'ont pas le temps de se préparer. Donc, du coup, est-ce qu'il est à la hauteur des enjeux? Je pense que ceux qui sont chargés de discuter de ça ne prennent pas eux-mêmes la mesure des enjeux, ne connaissent pas déjà la mesure des enjeux et ont choisi de reporter un élément important du débat à fin novembre. Et d'ici novembre, personne ne sait ce qui peut arriver. Et en d'autres idées, quelles sont d'ailleurs selon vous ces priorités que devrait adresser cette loi des finances pour mettre notamment le pays en orbite dans ce qu'on appelle ici la stratégie nationale de développement 2030? Alors déjà, je ne veux pas rentrer moi dans cette affaire de SND 30. Je pense que déjà le SND 30 s'appuie sur un diagnostic qui pour ma part n'est pas vraiment cohérent, parce que dans beaucoup d'indicateurs, les statistiques ont été prises jusqu'en fin 2018 parfois. Or, 2018 est la période où s'est intensifiée la crise anglophone, où il y a eu des changements majeurs au niveau de l'économie mondiale, et du coup, on ne peut pas avoir une stratégie dont des projections sont assises sur des agrégats qui ont été pris à un moment où les contextes ont beaucoup varié. Voilà, SND 30, ils en avaient peut-être besoin pour se faire bonne conscience, mais à mon humble avis,
il n'y a pas grand-chose à déployer. Je crois que la SND 30, c'est juste un DSE légèrement maquillé. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, ce débat d'orientation budgétaire, c'est pas un débat pour le budget simplement de 2022. C'est un débat sur l'orientation budgétaire normalement des 3 prochaines années. Donc, il n'est pas question de voir si ce budget sera réaliste pour 2022, mais mais si ce budget est pertinent pour démarrer le prochain triennat, c'est-à-dire 2022, 2023, 2024. C'est de ça qu'il est question. Donc, les priorités, les priorités du Cameroun on reste les mêmes, mais la priorité des priorités au Cameroun, c'est de redonner le pouvoir d'achat aux Camerounais. Et comment est-ce qu'on donne le pouvoir d'achat aux Camerounais? La première chose, c'est en assurant un accès efficient et abordable au logement. Je ne parle pas de logements sociaux à 40 millions que très peu de Camerounais peuvent acheter. C'est en permettant un accès abordable à l'alimentation. L'inflation alimentaire cumulée des 4 dernières années est assez inquiétante. Et quand c'est pas les prix qui augmentent, c'est parfois les volumes ou la qualité qui baissent. Et les répercussions sur le long terme peuvent être assez importantes lorsque sera venu le moment de faire le bilan. La priorité, ça doit être de régler les questions de mobilité. Visiblement, on a encore beaucoup de mal. Ils ont fait des efforts pour arranger la route Yaoundé-Bafoussam, ce qui est une très bonne chose. Mais Douala-Bafoussam, c'est un scandale. Cette route n'a certainement pas été retouchée depuis les 20 dernières années. La priorité, c'est de créer la mobilité vers les zones de production. Pardon, Marcel. Vers les zones de production, afin de permettre que l'accès à l'alimentation coûte davantage moins cher. Donc voilà les priorités d'un budget pour le Cameroun. Après, le Cameroun a promis de faire de l'impôt substitution, mais l'impôt substitution suppose que la production nationale est importante et permet de se substituer aux produits venus d'ailleurs. Et dans le cas du Cameroun, c'est pas encore le cas. Donc la priorité, c'est aussi de voir comment assurer un premier soin de santé pour la plupart des Camerounais. Il faudra en tenir compte et mettre en place un système efficace à ce propos. Donc les priorités sont nombreuses. Après, il y a la crise anglophone, il y a les zones sinistrées de l'extrême nord et de l'est. Donc, pour le gouvernement, il y a beaucoup de priorités. Mais je pense que si déjà on assure aux gens qu'ils peuvent loger et qu'ils peuvent accéder plus facilement à l'alimentation, ça leur donnera de la liquidité supplémentaire pour entamer d'autres éléments. Et le gouvernement lui-même maintenant peut sereinement s'attaquer à d'autres projets comme la mobilité, comme la gestion de la santé, comme la gestion de l'environnement et tout le reste. Idriss Lin, journaliste et rédacteur en chef de l'agence Ecofin, agence spécialisée sur les questions d'économie et de finances. Merci, bonne journée. Au revoir Marcel et au revoir à tous vos auditeurs. Désolé, j'ai dû attraper une canne de tout ce matin.